bienvenue pour cette table ronde. C'est pas simple parce que je pensais que c'était le micro du streaming, mais non, ça rediffuse ici aussi. Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde « La nature, quel prix pour la finance durable ?» Quelques mots d'introduction avant de commencer. Je suis Mathieu Gosselin, je suis associé chez Bartol en charge des services financiers. On est très heureux d'accueillir, de co-organiser cette table ronde avec Finance Innovation notamment et les AFR. On va revenir sur les différents participants de la table ronde. Quelques mots sur Bartol pour ceux qui nous connaissent. On est un acteur de conseil, on est 300 collaborateurs, on fait du conseil en management pluridisciplinaire. Une de nos grosses practices est autour des services financiers et de la RSE et de la finance durable. On travaille sur des feuilles de route stratégiques RSE. On est notamment très occupé en ce moment avec tout ce qui va être double matérialité et CSRD. Un sujet sur lequel on est moins sollicité, j'ai presque envie de dire malheureusement, c'est la biodiversité. On en entend pas mal parler, me semble-t-il, depuis 18-24 mois, où de plus en plus, on a des clients qui nous disent, côté grand groupe, c'est un sujet dont on va falloir qu'on s'occupe, mais on ne sait pas bien comment. Il y a 18 mois, on en discutait avec André et l'équipe de Bartol. On se disait il faut qu'on commence à avoir un corpus méthodologique, il faut qu'on commence à organiser des choses. Ça a été le début de l'histoire qui nous amène à aujourd'hui. Mais un témoignage, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sujet de la biodiversité et comment elle peut être prise en compte par le monde de la finance, notamment par les groupes qui financent, c'est un sujet complexe. Et je suis très heureux qu'on ait cette table ronde aujourd'hui pour commencer. Il y a une étude qui a été faite. Très heureux qu'on commence à avoir du contenu, du corpus méthodologique pour avancer sur le sujet. Mais je ne vais pas déflorer le sujet. Je vais laisser André et toute l'équipe vous en parler. Et en tout cas, vous dire qu'on est très heureux de vous voir nombreux en salle et en ligne. Bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle Lydie, je suis responsable commerciale de Finance Innovation. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Finance Innovation, on a un pôle de compétitivité qui a été créé par l'État en 2007 et on accompagne les sociétés dans leur développement en finance digitale. On a certes verticales métiers, dont une dans la finance à impact. Donc on est ravis de vous accueillir également ici, on est ravis de travailler encore une fois avec Bartol. On a déjà organisé ensemble 2 événements, un en 2022 sur la data ESG, la partie 1 de la biodiversité en décembre 2023. Et donc, on est ravis de vous accueillir et on vous souhaite un très bon événement ici dans nos locaux. Bonjour à tous. Donc, pour ma part, je suis André Timbarajon. Je suis senior manager chez Bartol au sein de la communauté services financiers et je suis particulièrement en charge de la finance durable pour le cabinet. Voilà. Donc, voilà, nous sommes vraiment très ravis, comme Mathieu et Lizzie, de vous recevoir aujourd'hui pour notre 3e table ronde dédiée à la finance durable et à la biodiversité. Donc, on avait déjà eu l'opportunité de lancer, d'ouvrir le sujet l'année dernière. Voilà, on a souhaité aller plus loin. Et donc, cette année, on a lancé une étude en collaboration avec les AFR, donc l'association Les Acteurs de la Finance Responsable, et en partenariat avec Novetic. Une étude qui vise à évaluer, en tout cas, la maturité de l'industrie financière sur l'intégration de la biodiversité dans les métiers, dans les process. Voilà, c'est une étude qu'on va publier dans quelques jours. Donc voilà, soyez attentifs. Bien entendu, on vous tiendra informés. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel on a en tout cas hâte de vous présenter les quelques enseignements. Et aujourd'hui, donc, cette table ronde, c'est essentiellement un temps de sensibilisation. Voilà, on aura l'occasion de vous partager quelques éléments de l'étude, mais c'est surtout aussi pour vous donner des perspectives aujourd'hui sur ce sujet biodiversité et surtout la manière dont les acteurs financiers aujourd'hui prennent en compte ce sujet. Et j'ai la chance vraiment d'accueillir et de recevoir 4 experts aujourd'hui de la finance durable et de la biodiversité qui viendront vous partager dans quelques instants, enfin plutôt leur retour d'expérience. On les a abordés sur 3 thématiques. La première, c'est plutôt quelles approches ils essayent d'avoir pour, on va dire, élaborer une stratégie biodiversité. La seconde, c'est sur incontournable le réglementaire. Voilà, quelle est l'influence aujourd'hui de la réglementation sur les sujets biodiversité. Et puis le 3e volet, c'est plus voilà, quels sont les leviers d'action qui ont été priorisés par les acteurs financiers aujourd'hui pour avancer sur cette thématique. Voilà, pour ouvrir cette table ronde, je vais inviter nos 2 partenaires, donc
Myriam, Novetic, et Olivia, des acteurs de la finance responsable. Voilà, je vous invite à venir avec moi pour introduire un petit peu le sujet. Oui, on peut. Voilà. En fait, comme le mien est éteint, ça fonctionne plus. Je vais parler fort. Merci Myriam. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'on a donc démarré une étude très récemment qu'on va publier. Mais avant ça, je souhaitais interroger Novetic et notamment Myriam sur quelle est votre vision aujourd'hui sur ces enjeux biodiversité. Comment est-ce que vous voyez leur intégration par les services financiers? Bonjour à tous, donc je suis Myriam Menif, donc je suis experte biodiversité chez Novetic. Alors nous chez Novetic, c'est vrai que on regarde les sujets biodiversité depuis longtemps, on les regarde de près et ce qu'on voit, on voit plusieurs choses bien entendu. Déjà on est ravis aussi de pouvoir être en partenaire sur cette étude puisque ça nous permet d'avoir une vision plus claire des pratiques de marché. On voit effectivement que la biodiversité, c'est un thème montant dans la finance durable. On le voit notamment à travers l'émergence des fonds biodiversité depuis quelques années. Donc ça, c'est une première chose. Donc c'est une bonne nouvelle, bien entendu. C'est une bonne nouvelle aussi parce qu'on remarque du coup que la finance durable s'intéresse plus uniquement au sujet climat, décarbonation qu'on commence vraiment bien à connaître, mais ça y est, elle s'intéresse aussi enfin à d'autres enjeux qui sont tout aussi importants et qui étaient pendant longtemps dans l'ombre des sujets climatiques. Donc, excellente nouvelle puisque cette prise de conscience, elle est plus que primordiale puisqu'on le sait, vous le savez très bien, les secteurs dépendent de tout ce que la nature peut leur offrir. Et donc, si aujourd'hui, on commence pas d'ores et déjà à intégrer tous ces enjeux, eh bien, on s'expose aussi à des risques qui sont de plus en plus matériels. Donc voilà un petit peu pour ce côté bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que pour le moment, on a l'impression peut-être que c'est plus le marketing aussi qui s'est emparé de ces enjeux. Donc on le voit parfois notamment avec la dichotomie entre le nom des fonds et ce qu'on retrouve en portefeuille. Donc il faut être quand même assez vigilant. Aujourd'hui, on continue à avoir un peu de mal à voir comment les gérants d'actifs, par exemple, intègrent les critères biodiversité dans leur politique, et c'est très important d'aller encore plus loin qu'une simple politique biodiversité, d'aller vraiment évaluer les risques, les opportunités, et donc tout ça, ça passe bien entendu par une évaluation des impacts et des dépendances. Et juste pour finir, du coup, je voulais aussi évoquer le sujet des indicateurs, bien entendu, puisque certains acteurs semblent un peu découragés à l'idée de passer à l'action justement sur ces sujets biodiversité, parce qu'il n'y a pas ce fameux indicateur unique, comme on peut l'avoir sur le climat avec l'empreinte carbone. Moi, je voulais juste rappeler que attendre cet indicateur un peu comme le Messi, c'est pas vraiment soutenable. Il faut passer à l'action, et parce que en fait, réduire la complexité du vivant à un seul indicateur, c'est très difficile, voire impossible. Et aujourd'hui, on a déjà des outils et des indicateurs très concrets qui nous permettent d'intégrer ces enjeux dans des stratégies et, on l'espère, d'enrayer aussi le déclin de la biodiversité. Voilà. Merci beaucoup Myriam pour cette mise en perspective. Olivia, de votre côté, aux AFR, on souhaitait aussi avoir votre approche sur les attentes de la part des investisseurs, des épargnants. Comment est-ce que ce sujet est perçu de leur côté ? Je sais pas si on entend. Oui, c'est bon, c'est parfait, ça marche. Merci beaucoup déjà d'être là. Bon, je partage à 100% le constat de Myriam à côté de moi, bien sûr. Je vais peut-être juste essayer d'apporter un angle supplémentaire. Déjà, j'aimerais quand même dire que si à chaque fois que j'avais entendu lors de cette étude, quand on a interviewé des gens, que c'était un sujet complexe, etc., j'aurais plus besoin de faire un appel aux dons à l'association, parce que franchement, c'est le mot, je pense, qu'on a le plus entendu. Mais j'ai envie de dire, l'humain, on a été capable de marcher sur la Lune, de créer l'intelligence artificielle. Alors bon, donner finalement une place de la nature dans nos modèles économiques, je pense qu'on peut y arriver.
si, tant bien si, qu'on coopère peut-être tous ensemble sur un sujet effectivement qui est vrai très complexe. On en est arrivé au sein de l'association à se poser la question de ce sujet de la nature parce que nous avons notamment une communauté importante qui sont les conseillers en gestion de patrimoine. D'ailleurs, il y en a certains représentants ici. Et la question s'est posée cette fois par l'épargnant qui a commencé à vouloir s'intéresser à ce sujet de biodiversité. Parce que peut-être pour le climat, ça a été compliqué de sensibiliser parce que finalement, c'est peut-être quelque chose qui est moins tangible. Ça parle peut-être moins à tout le monde, mais par contre, on se souvient tous, je pense, quand on était enfant, dans le jardin, d'essayer de courir après les papillons et d'avoir peur des abeilles qu'elles nous piquent. Et non, c'est une abeille ne pique pas, la guêpe peut-être. Donc tout de suite, ça parle un petit peu plus. Et on se rend compte que cette thématique de la biodiversité, il y a un intérêt certain qui est en train de naître auprès des épargnants. Et comme la finance, elle a toujours besoin d'avoir une motivation pour se mettre dans un sujet, finalement, il faut peut-être se dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie opportunité dans le modèle économique financier et auprès des investisseurs, notamment au niveau de la gestion d'actifs, d'intégrer cette biodiversité pour pouvoir créer des produits financiers pertinents qui, in fine, vont peut-être se retrouver dans nos portefeuilles, nous, peut-être en tant que citoyens épargnants, etc. Il y a un sondage qui est sorti il y a peut-être un mois qui justement met vraiment en lumière et en avant que 95% des Français estiment que le sujet de la biodiversité est un sujet majeur. Donc c'est en ça qu'on avait envie, nous, au sein des AFR, de porter un petit peu ce sujet de la biodiversité, mais plus largement le vivant, parce que aujourd'hui, il ne faut plus être dans cette séparation entre nous et le vivant, nous et la nature. Nous sommes partie intégrante de ce grand tout. Et donc, nous devons œuvrer comme nous pouvons sur ce sujet. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Olivia. Merci, Myriam. Je vous invite à switcher avec nos panélistes. Manuel, Daphné, Camille et Enrica, je vous invite à me rejoindre. Tu as la place centrale, Camille. Tout d'abord, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était un grand plaisir, en tout cas, de préparer cette table ronde avec vous et puis surtout de l'aborder ce sujet qui nous tient à cœur. Peut-être pour démarrer cette table ronde, je vais peut-être inviter à vous présenter rapidement les uns les autres. Et puis, je vous cuisinerai sur quelques questions qu'on a préparées ensemble. Merci beaucoup, André. Bon, je commence comme je suis à côté. Merci à tous. Enrica Bruna, chargée de mission Finance Verte et RSE au sein du CGDD, donc le Commissariat Général au Développement Durable dans le ministère de la Transition écologique. Je suis en charge de tous les sujets qui ont trait au reporting extra-financier des entreprises financières et non financières. Camille Maclay, bonjour, enchanté. Je travaille pour BNP Paribas comme responsable biodiversité au niveau du groupe depuis janvier. Avant ça, j'ai travaillé pendant 2 ans avec le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique comme responsable de l'engagement avec le secteur financier, avec à la base une mission de créer une session finance à la COP 15. Et puis avant ça, beaucoup de travail dans le conseil. Enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour, je suis Daphné Millet, directrice RSE d'ICAD. ICAD, c'est une société immobilière, à la fois foncière, principalement d'actifs tertiaires, bureaux, 2 millions de mètres carrés en France, et promoteur aussi. Promoteur immobilier, on est le 5e promoteur en France. Bonjour, enchanté. Bonjour à toutes et tous. Manuel Coeslier, je suis expert climat-environnement chez Mirova. Mirova, c'est une filiale de Natixis Investment Manager qui est dédiée à l'investissement responsable. On gère environ 30 milliards d'euros. Et moi, je m'occupe dans l'équipe de recherche de Mirova de tous les développements méthodologiques qui ont trait à la mesure d'impact sur l'environnement en général, sur toutes nos classes d'actifs. Merci beaucoup pour cette introduction à tous les quatre. On avait donc, comme évoqué tout à l'heure, 3 thématiques sur lesquelles on souhaitait avoir vos retours d'expérience. Et peut-être on allait démarrer avec vous, côté financeur, côté investisseur, sur une thématique qui était, voilà, quelles étaient les approches que vous aviez mis en œuvre, depuis quand aussi vous avez pris en considération les sujets biodiversité, et voilà, comment est-ce que vous avez établi finalement une stratégie biodiversité au sein de vos institutions. Camille, Allez, je vais commencer. Ouais.
Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Mirova, c'est une société dédiée à 100% à l'investissement responsable. Ça ne veut pas dire que c'était facile d'intégrer ces sujets-là depuis le début. Il y a plusieurs manières pour nous d'intégrer le sujet biodiversité. Le premier, historique, c'est par l'investissement direct dans une classe d'actifs qu'on appelle le capital naturel. Et donc, c'est de l'investissement dans des projets de reforestation, d'agroforesterie. Et là, c'est ce qu'on appelle de l'actif réel, et donc on permet le financement de projets et d'activités qui permettent soit d'atténuer les impacts sur la nature, soit même de restaurer parfois, de restaurer la nature dans certaines régions. Ça, c'est le pilier investissement direct, financement direct, impact positif quelque part. Et ensuite, progressivement, il y a il y a deux autres contributions principales que je pourrais nommer sur notre manière d'approcher la biodiversité. C'est d'abord la contribution au développement de développement d'indicateurs. Donc, je pourrais en citer quelques-uns, mais on travaille avec des collègues, Camille ici présent, notamment BNP, et d'autres concurrents, ou plutôt collègues pour le coup, sur la place, sur le développement d'indicateurs. On reviendra plus en détail sur ces indicateurs, mais on pousse à ce que les institutions financières, et nous en particulier, dans un premier temps, on soit capable de rassembler un certain nombre de métriques qui nous permettent de comprendre les impacts sur la nature et la biodiversité, d'abord au niveau de nos actifs et ensuite de manière agrégée au niveau de nos portefeuilles et de nos investissements. Et la troisième et dernière contribution que j'aimerais nommer, c'est la contribution aux initiatives de place et aux groupes d'engagement qui peuvent exister sur la place. Et donc là encore une fois, pour un petit acteur comme Mirova, un point très important pour nous, et là où on pense qu'on peut avoir une contribution très forte, c'est dans l'expertise qu'on peut apporter dans des groupes de place comme la TNFD par exemple, à laquelle on participe et dont on va être bêta-testeur. C'est ce genre d'initiatives qui permettent ensuite d'avoir un impact beaucoup plus large sur le secteur financier, de faire infuser des idées, de proposer des métriques. C'est à ce genre d'initiatives qu'on participe beaucoup, et c'est là aussi qu'on pense que notre contribution au sujet de la biodiversité peut être très importante. Merci beaucoup, Manuel. Camille, si tu peut-être la vision côté banque. Donc côté banque, donc BNP Paribas, je pense est symptomatique et un peu représentatif d'un certain secteur financier. On parle d'une institution bancaire systémique mondiale, 200 000 personnes dans 70 pays, exposées à tous les secteurs quasiment de l'économie à travers le monde. Moi, je décrirais l'évolution de la banque et probablement d'autres acteurs financiers en trois grands temps. Peut-être un premier temps qui date des années 2000-2010, de prise en compte, de prise de conscience et de prise en compte des risques environnementaux et sociaux sur les projets, sur les actifs et graduellement sur les entreprises financées. C'était la grande époque des principes d'Équateur adoptés en 2008. Des politiques sectorielles, et les premières à BNP ont été adoptées en 2010 avec la politique sectorielle sur le charbon, où on avait une vision essentiellement de gestion de l'impact. Et en général, les équipes RSE étaient un peu les empêcheurs de tourner en rond qui viennent embêter les banquiers dans leur deal. À la fin des années 2010, avec en plus l'arrivée du rapport de l'IPBES, d'évaluation mondiale catastrophique, le rapport du Forum économique mondial avec la fameuse phrase la moitié du PIB mondial dépend de la nature, etc., etc. On observe vraiment une prise de conscience de la nécessité de renforcer l'engagement au niveau corporate, au niveau de l'ensemble de l'institution. C'est l'époque de Act for Nature International, les engagements pris en 2020. C'est aussi l'époque à BNP Paribas d'une revue stratégique où la sustainability, a été prise en compte comme un pilier de la stratégie commerciale de l'institution, avec la biodiversité comme axe majeur, avec le climat et l'économie circulaire, de la stratégie. C'est aussi la première fois que BNP Paribas a adopté un indicateur au niveau groupe public, ce qu'on appelle le KPI numéro 9, sur les montants d'investissement ou d'exposition de crédit des activités favorables à la biodiversité. Arrive la COP15, arrive donc un peu tout un phénomène d'engagement de tous les acteurs du paysage,
Et puis beaucoup de travail sur la R&D avec l'évolution de métriques, des solutions qui arrivent sur le marché. Je pense un engouement et puis un effet un peu comme ça de festival. Tout le monde se met à parler de biodiversité. On est maintenant, le troisième temps, dans un moment que je trouve passionnant. C'est le moment de l'épreuve du concret, l'épreuve du réel. Qu'est-ce qu'on fait de ces indicateurs? Comment est-ce qu'on transforme ces engagements en métier, en business? Comment est-ce qu'on apporte de la redevabilité dans nos engagements? Et c'est pour ça que j'ai rejoint BNP Paribas, pour aider à finalement apporter de la cohérence et de la consistance dans ce faisceau d'engagement et d'action que prend la banque. Merci beaucoup Manuel et Camille déjà pour cette mise en perspective. C'est quelque chose qu'on a pu aussi mettre en lumière dans l'étude qui va paraître, c'est que le faisceau d'initiatives, de places, etc. est vraiment très riche, entre la TNFD, SBTN, entre la COP15, etc. Enfin, au niveau international comme au niveau national, hein, on est très actif aussi. On comprend que ça vous a servi quand même de support ou en tout cas de cadre méthodologique dans votre approche. C'est ça aussi, indépendamment de votre engagement stratégique en fait. Tout à fait, et j'abonde dans le sens de Manuel sur l'importance des initiatives de place, des initiatives sectorielles. On a participé d'ailleurs comme Mirova à la TNFD depuis le début de la TNFD. C'est ce travail sectoriel, ce travail entre acteurs au niveau des places, au niveau d'initiatives de marché est absolument essentiel pour créer du changement, pour créer une dynamique cohérente à travers le marché. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose qui a un impact en interne, hein, puisque nos clients et nos collaborateurs finalement s'intéressent au quotidien à ces sujets dont ils entendent parler de plus en plus et qui deviennent progressivement matériels dans la banque, ou qui sont amenés peut-être à le devenir. Et puis évidemment, nos clients commencent à s'intéresser au sujet, sans compter bien sûr les évolutions réglementaires, mais je crois qu'on en parle après. Oui, très clair. Peut-être on voulait faire aussi une vision miroir, c'est pour ça qu'on t'a invité aussi Daphné, côté corporate, côté entreprise. Comment est-ce que ce sujet biodiversité est finalement pris en compte, sachant que voilà, dans le secteur immobilier, on sait que c'est un secteur à enjeu pour la biodiversité. Quelle a été votre approche et surtout, est-ce que ça a transformé aussi votre manière de travailler, votre business model, voilà, sur quelle base vous êtes parti? Donc nous, ça fait 10 ans chez ICAD qu'on est engagé sur le sujet de la biodiversité. On a été une des premières entreprises à mettre en place ce qu'on a appelé un contrat de performance biodiversité, donc ce qui était une innovation à l'époque. Et on continue d'innover sur ces sujets. C'est vrai que pour nous, la biodiversité, ça a toujours été important et c'est de plus en plus en train de révolutionner nos façons de travailler en tant que foncière et promoteur. Donc, on a récemment revu notre stratégie biodiversité. Pour ça, on s'est basé sur différentes réflexions. Alors, je vais effectivement rebondir sur ce qui a été dit précédemment. La biodiversité, c'est un sujet complexe, effectivement. Donc, on s'est et je rejoins aussi ce qu'ont dit mes collègues financiers. C'est important de travailler dans des initiatives de place pour s'inspirer de tout ce qui est fait sur ces sujets-là. Il y a beaucoup d'initiatives. Donc, nous aussi, on s'inscrit dans les groupes de travail comme la TNFD, divers acronymes, B4B+, CSRD, OBC, etc. Et on est très actifs pour pouvoir être en pointe sur ces sujets-là qui évoluent aussi assez rapidement. Donc, on a revu en 2022 toute notre stratégie biodiversité pour tenir compte donc voilà de ces référentiels, de ces réglementations qui évoluent dans le secteur immobilier. On a des réglementations en particulier, des réglementations de reporting. On a fait notre analyse des impacts et dépendances, ce qui nous a permis aussi de prioriser nos sujets. Et donc, quand on a revu toute notre stratégie en 2022, on a vraiment réaffirmé que la biodiversité, c'était notre enjeu prioritaire au même niveau que le climat. Et ça a été un engagement fort porté par notre direction générale. Et on a même ajouté à la biodiversité la notion de protection des sols. C'est vraiment un enjeu très important pour pouvoir travailler sur le sujet de la biodiversité. Donc, on a été même la première, je crois, entreprise à mettre en place un Sound Climate and Biodiversity, ce qui était une façon, voilà, d'affirmer ce positionnement et cette importance du sujet biodiversité.
en 2022, donc on espérait lancer une tendance, mais on n'a pas été beaucoup suivi, mais en tout cas on ne désespère pas. Sea on Climate ont un petit peu marqué le pas cette année, mais nous chaque année on y retourne. On a fait un deuxième Sea on Climate and Biodiversity en 2023, et puis cette année on a même séparé les 2 résolutions pour permettre aux investisseurs de se prononcer séparément sur les 2 sujets. Et pour nous c'est vraiment un axe important. L'analyse des impacts et dépendances, ça nous a permis de mettre au jour nos 2 principaux impacts, que sont pour le secteur de l'immobilier, l'artificialisation des sols et les émissions de gaz à effet de serre. Et finalement, on se rend compte que la surexploitation des ressources, la pollution et j'en oublie toujours un sur les 5, et les espèces exotiques envahissantes, merci, sont un peu plus secondaires, donc ce qui nous permet nous aussi de travailler, de prioriser nos sujets. Ce qui nous permet aussi de prioriser nos sujets, c'est les demandes de nos parties prenantes. Aujourd'hui, les collectivités nous attendent beaucoup sur ce sujet-là. C'est un aspect important dans les consultations auxquelles on peut répondre. Donc, pour gagner des projets aujourd'hui, il faut de plus en plus qu'on travaille sur ce sujet. En ce qui concerne nos clients, que sont par exemple les acquéreurs résidentiels, c'est un sujet qui va d'un peu plus loin, pour être très honnête, la biodiversité. Ils ont un intérêt sur l'accès à la nature, ça c'est notamment remonté très fort après la crise du Covid, mais nature et biodiversité, c'est pas tout à fait la même chose, donc nous, on doit être très vigilants pour vraiment mettre en place des indicateurs qui soient pertinents. Et ça, c'est un sujet sur lequel on passe beaucoup de temps et qui évolue, et qu'on fait évoluer assez régulièrement. Mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus en détail après. Oui, c'est effectivement le volet. Merci beaucoup déjà Daphné pour cette mise en perspective, et voilà, c'est aussi un appel sur le Say on Biodiversity. Ça c'est l'occasion effectivement. Rejoignez-nous. Voilà. Très clair. Et effectivement, sur le sujet indicateur, qui est un point central de manière générale sur les process d'intégration ESG, que ce soit auprès des acteurs financiers ou en corporate, on pourra y évoquer quelques éléments tout à l'heure, mais peut-être pour une autre perspective, Enrica, vous côté CGDD, comment est-ce que vous avez perçu, en tout cas, la maturité des acteurs financiers, puisque c'est eux que vous suivez précisément sur ces enjeux biodiversité, et voilà, quelles sont aussi vos recommandations finalement? Merci beaucoup André. Donc côté CGDD, ministère de la Transition écologique, il y a environ 1 an, on a décidé, dans le cadre de la finalisation de la stratégie nationale biodiversité 3, de mener un travail sur le décret de l'article 29 de la loi énergie-climat, et notamment sur son volet biodiversité. On a décidé de faire un état de l'art de ce qui se faisait au niveau des acteurs financiers dans le cadre de ce décret d'application. On a choisi de prendre un échantillon assez représentatif, mais quand même composé par peu d'acteurs, et ceux qu'on considérait comme les plus avancés en matière de biodiversité. Donc on a pris 140 acteurs, également répartis parmi les assujettis entre banques, assurances et sociétés de gestion. Et on a fait une analyse de leur stratégie biodiversité sur l'année 2022-2023. Le constat général, c'était celui d'une maturité assez faible sur ces sujets, notamment comparé à la maturité sur les sujets climatiques, et d'une très faible évolution entre 2022 et 2023. Cela est dû, comme la plupart des intervenants l'ont dit, au fait que la biodiversité est un sujet plutôt nouveau, qu'on s'y intéresse depuis au maximum 2 ans, que c'est un sujet très complexe, et que on n'avait pas, en tout cas, au moment de l'entrée en vigueur du décret d'application, des cadres définis en la matière. Aujourd'hui, on a beaucoup d'initiatives, on a beaucoup d'acteurs qui se plongent aussi dans le développement de méthodologies, d'indicateurs, etc. Et que peut-être aussi la réglementation, à l'époque, était un peu pionnière et pas encore assez claire. C'est à partir de ce constat-là qu'on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à jouer là-dessus en termes d'accompagnement, et qu'on a décidé avec l'ADEME et avec 2 prestataires externes, donc Belle Evolution et Eker, de rédiger un guide d'accompagnement à destination des acteurs financiers sur le volet biodiversité du décret 29 FLEC. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a publié ce guide en décembre 2023, que vous pouvez trouver sur la librairie de l'ADEME, et qu'on a essayé en fait d'expliquer tous les volets du décret 29 FLEC à partir de la stratégie générale pour aller sur la mesure des impacts et des dépendances, et aussi sur le volet risque biodiversité, qu'on a justement essayé un peu de faire l'état de l'art de ce qui existait en termes de méthodologie et des pratiques au niveau des stratégies biodiversité. On a un deuxième travail en cours en ce moment, c'est le bilan du gouvernement justement sur l'application du décret. Dans ce cadre-là, on refait une analyse, mais plus à niveau des indicateurs qui sont utilisés,
Et on se rend compte justement du même constat de faible matching, mais on se rend compte aussi, et je veux terminer justement sur une note positive là-dessus, qu'il y a plein de choses qui se passent, qu'il y a plein d'acteurs qui ont été pionniers eux-mêmes sur les quêtes de reporting et sur les stratégies. Et dernièrement, on a mené un autre projet au niveau du secrétariat d'État à la biodiversité, le Rockler des entreprises et de la biodiversité. Il y avait un groupe de travail sur la finance qui comportait plusieurs participants. Et récemment, ils ont publié leurs recommandations, donc leurs recommandations de place sur la biodiversité. On voit donc que, en dépit d'une faible maturité, il y a quand même un foisonnement d'initiatives. Et l'État peut aller aussi dans ce sens, en application, en accompagnant de plus en plus justement les acteurs et en précisant de plus en plus les attentes. Et c'est sur ce point-là que j'ai envie de rejoindre Novetic, sur le fait que dans le décret, vous voyez apparaître le mot empreinte biodiversité, mais que justement, il ne faut pas se focaliser sur cet indicateur fourre-tout qui nous sauverait justement en termes d'empreinte, mais de mobiliser en fait toutes les connaissances et tous les indicateurs qui sont présents. Donc, on essaye aussi dans le bilan et dans le guide, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a pu le lire, sur vraiment être dans la mesure des impacts et des dépendances et pas forcément se focaliser juste sur l'empreinte, mais après ne pas savoir mobiliser derrière une véritable stratégie. Voilà. Très clair. Merci beaucoup, Enrica, sur cette vision. Ça permet de faire une très bonne introduction, enfin, un passage sur les notions d'indicateurs. On sait que c'est un point dur, clairement, pour l'ensemble des acteurs. On entend qu'il y a des... Le sujet, c'est plus de savoir aujourd'hui quels sont les indicateurs qui servent à reporter. Typiquement, voilà, il y a un enjeu d'empreinte, de reporter son empreinte, mais finalement, la vocation, c'est aussi de piloter. Comment est-ce qu'on assure le bon pilotage de sa gestion, de ses investissements, et sur quelle base d'indicateurs vous voyez en tout cas les meilleures perspectives pour adresser ces deux sujets. Manuel, tu peux. Donc sur les indicateurs, effectivement, bon, je suis d'humeur un peu enthousiaste ce matin aussi. Du coup, je partage l'enthousiasme de Camille et Enrica sur le foisonnement des initiatives, sur le fait que en fait il y a tellement de développement méthodologique en cours que on peut être plutôt positif sur la capacité, en tout cas sur la capacité du secteur à prendre ce sujet en main, et notamment sur la question des indicateurs. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail, effectivement, dans l'article 29, dans le LEC 29, il y a cette demande pour les acteurs financiers de communiquer sur un indicateur d'empreinte agrégé. Et donc, les acteurs financiers le font de manière différenciée. Nous, par exemple, chez Mirova, on le fait en utilisant un indicateur d'abondance qui s'appelle le MSA, les kilomètres carrés MSA, qui proviennent d'une méthodologie qui s'appelle la CBF, encore un acronyme, vous allez avoir mal à la tête, qui provient d'un fournisseur de données qui s'appelle Iceberg Data Lab. Il y a plusieurs fournisseurs de données qui travaillent sur ces indicateurs-là, qui sont des indicateurs d'empreinte agrégés, en l'occurrence ici un indicateur d'abondance. Pour nous, et pour revenir à la question plus précisément, c'est un premier indicateur de reporting, de communication, qui permet de comprendre de manière agrégée potentiellement l'impact en intensité par millions d'euros investis, par exemple, et de le comparer avec une autre stratégie ou un indice. Quelque part, ça s'arrête un peu là parce que la quantité d'informations sous-jacentes à cet indicateur-là, elle est énorme. Et en fait, la simple observation de cet indicateur-là peut être contre-intuitive et peut amener à un mauvais jugement sur une stratégie, sur un secteur, sur une entreprise. C'est pas une critique de l'indicateur, c'est simplement avoir connaissance de ses limites et aller chercher les bons indicateurs sous-jacents qui permettent d'expliquer beaucoup plus de choses. La biodiversité, c'est complexe. Ça se résume pas en un indicateur, en l'occurrence, d'impact. Donc là, ça permet pas de comprendre les dépendances, par exemple. Ça permet pas de comprendre les impacts potentiellement positifs. Ça permet simplement d'avoir une première approche d'indicateurs agrégés, mais la quantité d'indicateurs sous-jacents, et d'ailleurs, il y en a de plus en plus qui sont demandés, notamment dans la CSRD, ce qui va améliorer la qualité des indicateurs qui sont fournis et disponibles pour les institutions financières. Cette quantité d'indicateurs-là, elle va systématiquement être nécessaire pour comprendre dans le détail la qualité, la performance des entreprises vis-à-vis de la nature et de la biodiversité.
La dépendance, c'est encore un autre sujet. Et globalement, j'aimerais terminer pour pas prendre trop de temps là-dessus, sur la notion de nécessité de comprendre les impacts indirects aussi des activités des entreprises. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des indicateurs et beaucoup d'indicateurs sont des indicateurs d'impact direct. Si on n'inclut pas les chaînes de valeur des entreprises, de la même manière qu'on le fait sur le climat, par exemple, et le débat est suffisamment mature sur ce sujet maintenant. Si on n'est pas capable de comprendre l'écosystème des entreprises, leurs chaînes de valeur, leurs fournisseurs et l'impact des choix des entreprises vis-à-vis de ces fournisseurs et l'impact de leurs produits sur le marché, sur la biodiversité, c'est pareil, on rate une énorme partie du problème. Et donc, voilà, simplement pour dire qu'aujourd'hui, les indicateurs, il n'y a pas d'indicateur parfait, il n'y aura jamais d'indicateur agrégé. En tout cas, je ne pense pas qu'il y aura un jour un indicateur agrégé qui permettra de tout comprendre. Ce serait se voiler la face. Mais la qualité des indicateurs est croissante et elle permet déjà aux institutions financières, aux entreprises, de piloter, de voir des évolutions, de se fixer des objectifs. Et donc, l'absence d'indicateurs ou la rareté des indicateurs aujourd'hui ne peut pas être une excuse pour attendre ou ne pas mettre en place de stratégie. Merci Manuel. Peut-être ce qui serait intéressant aussi, c'est que tu donnes des perspectives sur quelques indicateurs, ce qu'on appelle plutôt les indicateurs physiques, qui soient, je trouve, assez intéressants dans votre démarche. Alors, on utilise plusieurs indicateurs, notamment l'exposition des actifs aux zones sensibles à la biodiversité. Donc ça, c'est des indicateurs, par exemple, qu'on appelle géospatiaux, où là, il y a vraiment une nécessité. La biodiversité est un problème beaucoup plus local que le climat. Là, il y a une vraie nécessité de comprendre la localisation des actifs, leur vulnérabilité, potentiellement leur dépendance aux services écosystémiques. Et là, il y a un ensemble de développements qui sont en cours dans le marché de la part de beaucoup de fournisseurs de données, aussi de la part des entreprises qui communiquent beaucoup plus sur ces sujets-là, sur la localisation de leurs actifs et la compréhension, le mapping qu'on peut faire, pardon pour l'anglicisme, qu'on peut faire entre ces actifs et les zones sensibles vis-à-vis de la biodiversité. Et aujourd'hui, ça, je prends un indicateur, il y en a énormément. Ça, c'est un des indicateurs sur lesquels on va être capable de beaucoup mieux comprendre notre exposition, l'exposition de nos stratégies d'investissement, quelle que soit la classe d'actifs d'ailleurs, à la biodiversité et à ces zones sensibles. Très clair, merci beaucoup Manuel. Camille, de votre côté, c'est sujet indicateur, comment ça se passe? Eh bien, je dirais que le seul indicateur public pilotable que le groupe utilise actuellement et sur lequel on effectue un reporting public, ayant très spécifiquement la biodiversité, ce sont des euros, des milliards ou des millions d'euros investis vers des activités qui contribuent à protéger ou restaurer la nature. Donc ça, c'est public, c'est ce qu'on appelle l'indicateur 9, qui est dans notre rapport, notre document d'enregistrement universel. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour revenir sur ce que tu disais, Manuel, il y a un enjeu de pilotabilité des indicateurs qui n'est pas encore complètement résolu. Alors je vais m'auto-corriger, il y a un autre indicateur qu'on rapporte, mais non pas à l'échelle du groupe, à l'échelle de certaines entités du groupe BNP Paribas, qui est en effet le kilomètre carré MSA, qu'on rapporte avec l'aide de Iceberg Data Lab comme fournisseur, qu'on a appuyé à BNP Paribas, Mirova, Sycomore, AXA dans le développement du CDF. Oui, on utilise cet indicateur dans le cadre du reporting LEC 29 et moi je suis assez positif sur l'impact qu'a eu cette obligation de reporting et l'utilisation de cet indicateur sur la capacité à analyser les enjeux, à prendre conscience des enjeux, à s'inscrire dans une dynamique d'analyse et de reporting. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de l'indicateur? Ça reste une question un peu en suspens. Comment est-ce qu'on le pilote? Je pense qu'on est encore en train de s'interroger là-dessus. Maintenant, on pourrait passer sa journée quasiment à échanger avec des scientifiques, des entrepreneurs qui développent des indicateurs, des métriques et des méthodologies. On assiste vraiment à un foisonnement encore sur ce marché, dans ce paysage. Dans BNP Paribas, on est très intéressé par
passe par ça, et on essaye d'appuyer un travail de test et de pilotage de diverses approches de mesures et de reporting qui, on espère, pourront, à un moment ou à un autre, être utilisés comme justement indicateurs pilotables. Donc, je crois que on a beaucoup dit que le sujet était compliqué, et oui, il l'est, mais comme l'a dit Olivier tout à l'heure, l'humanité a fait des choses beaucoup plus compliquées. Donc, on est capable, je pense, d'arriver à quelque chose d'intéressant, de pilotable. Et pour moi, le mot d'ordre, c'est d'investir et de pas baisser les bras, quoi. Voilà, la complexité n'est pas une excuse pour ne rien faire. Merci beaucoup, Camille, sur ta vision-là. On revient sur la vision corporate. Côté immobilier, on avait cette sensation que, pour le coup, vous aviez, en cas des indicateurs qui étaient peut-être plus marqués, sur lesquels vous vous appuyez pour reporter votre activité, pour piloter aussi votre activité. Daphné, est-ce que tu peux partager quelques éléments sur la manière dont vous travaillez chez ICAD sur les indicateurs ? Oui, alors effectivement, face à la complexité, on a choisi justement le pragmatisme et d'avoir des indicateurs relativement simples. Donc, je vais rajouter un nouvel acronyme, je suis désolée, mais nous travaillons sur le CBSH. Et c'est vrai que, en fait, je trouve que ce qui est intéressant dans tout ce qui est... je vais vous expliquer. Ce qui est intéressant dans tout foisonnement d'initiatives sur les indicateurs, c'est que ça enrichit la réflexion. Et je pense que la biodiversité d'aujourd'hui, c'est le carbone il y a 10, 20 ans. Et d'ailleurs, je vois que nous, on passe encore un temps considérable à réfléchir sur nos méthodologies carbone. Donc, je pense que la réflexion sur la biodiversité, elle a pas fini. Et je pense que c'est très sain. C'est très sain que les méthodologies s'affinent, qu'on fasse aussi du test and learn. Et donc, dans le secteur immobilier, ce dont on a la chance, c'est qu'on a travaillé depuis plusieurs années sur des indicateurs de place. Dans le cadre d'un groupe de travail qui s'appelle CAP 2030 sous l'égide du ministère de la Transition environnementale, qui est un groupe de travail qui réfléchit sur les futurs cadres réglementaires et de certification et qui définit différents groupes de travail, dont un sur la biodiversité dans lequel on est très investi. Et dans ce cadre-là, on a amélioré un indicateur qui existait déjà, qui est donc le CBS, le coefficient de biotope surfacique. On a rajouté un H pour le harmoniser, pour en fait aller un tout petit peu plus loin que le CBS, qui était un indicateur assez simple qu'on a voulu un tout petit peu affiner. Dit plus simplement, qu'est-ce que c'est que le CBSH ? C'est un indicateur qui nous permet de mesurer la qualité des surfaces, la qualité des sols. Donc on regarde, en gros, c'est un peu plus compliqué qu'un indicateur de végétalisation. On va regarder non seulement la surface végétalisée, mais aussi la hauteur de strate. Donc, est-ce qu'on a des haies, des arbres, la profondeur de sol et est-ce qu'on a des masses d'eau. Et avec ces indicateurs-là, on a un indicateur entre 0 et 1 qui définit la qualité et la quantité des surfaces végétalisées et plantées. Donc, ce qui nous permet de piloter de façon assez simple à la fois nos projets de développement. Quand on construit, on peut mesurer quel est cet indicateur avant et après projet. Et pour nos activités d'exploitation, on regarde aussi cet indicateur. Parce que nous, on a chez ICAD 2 grands parcs d'affaires de plusieurs dizaines d'hectares au nord et au sud de Paris. Et donc, on peut suivre cet indicateur aussi dans le temps. Donc, on s'est fixé des objectifs dans le cadre de notre stratégie biodiversité basée sur ce CBSH. Donc, on vise 100% de nos projets de promotion qui améliorent leur CBSH entre l'avant et l'après-projet. C'est très ambitieux. Aujourd'hui, on l'a mesuré pour la première fois en 2023. On était à 52%, donc à peu près la moitié de nos projets qui rendent en fait finalement de la nature sur nos projets. Et pour nos activités de foncière, donc c'est une activité là où on est sur vraiment du temps long, où on peut prendre le temps de regarder d'autres indicateurs en plus du CBSH. On a, donc comme je le disais tout à l'heure, mis en place un contrat de performance biodiversité il y a maintenant 10 ans, dont on fait évoluer les indicateurs année après année, parce qu'on a eu l'occasion d'expérimenter ces indicateurs, de voir ce qui marchait, ce qui marchait pas, d'intégrer des éléments qui sont nouveaux dans le corpus scientifique. Donc on fait évoluer ces indicateurs. On a rajouté, par exemple, dans la dernière revue, la notion de connexion avec les trames. On regarde la gestion de l'eau. On a des indicateurs de suivi de faune, de flore. On a aussi des indicateurs de formation de nos prestataires d'entretien d'espaces verts. Et on teste aussi des nouveaux indicateurs expérimentaux, notamment sur la qualité des sols. On aimerait mettre ça en place cette année. C'est des sujets là aussi très complexes, mais sur lesquels on veut innover. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment d'être toujours en recherche, d'innover, de tester des nouveaux indicateurs et d'avoir ce suivi
dans la durée. Et on est, nous, chez ICAD, on est assez convaincus du pouvoir de la transparence pour pouvoir aussi amener des éléments de réflexion au débat. Donc, on publie de façon très transparente tous ces indicateurs. Là, je disais, sur les parcs d'affaires, on a à peu près une vingtaine d'indicateurs. Donc, si vous allez ouvrir notre document d'enregistrement universel, vous verrez qu'on a communiqué le détail de chacun de ces indicateurs et les cibles qu'on vise sur chacun de ces indicateurs. Et pour nous, voilà, c'est important d'être vraiment transparent sur ces sujets complexes, parce que ça fait partie aussi de la sensibilisation et du partage de connaissances pour faire évoluer le secteur. Et voilà. Et on n'est pas les seuls dans le secteur à avoir mis en place cet indicateur de CBSH. C'est un indicateur qui est commun à tous les promoteurs. Donc voilà, on voit qu'on commence quand même à se structurer. Et je pense que c'est aussi le rôle du privé, parce qu'effectivement, le secteur financier a besoin d'indicateurs, mais je pense que nous, on a quand même la connaissance de ce qui est le plus pertinent pour chacun des secteurs. Le MSA permet d'avoir une approche transsectorielle, mais je pense que chacun des secteurs doit aussi se saisir du sujet pour identifier les indicateurs les plus pertinents à son échelle. Très, très complet. Merci beaucoup, Daphné. Ce qu'on retient là sur la vision des indicateurs, c'est que ça reste au-delà du point dur, de la complexité à essayer d'identifier et de rapprocher une notion d'indicateur avec les impacts et les dépendances que pourraient avoir des activités sectorielles dans lesquelles vous financez ou vous investissez. Il y a vraiment une démarche assez naissante de pragmatisme, en tout cas sur l'adoption de certains indicateurs ou de construction d'indicateurs avec des initiatives de place assez riche en ce moment. Ok, très clair. Je vous invite, le temps file très très vite et on a pris un peu de retard sur notre, mais c'était très intéressant. Merci beaucoup. La deuxième thématique qu'on souhaitait engager avec vous, c'était le volet réglementaire. Typiquement, c'était peut-être de juger un peu aujourd'hui quelle est la réelle influence des réglementations diverses et variées ESG et quelle est la représentativité de la biodiversité dans ces différentes réglementations. Tout à l'heure, on a évoqué l'article 29 LEC, qui est sans doute voilà, la réglementation peut-être la plus ambitieuse sur le sujet. Enrica, vous qui avez travaillé avec le CGDD sur le sujet, comment est-ce que vous évaluez la portée de cette réglementation ? Alors, disons qu'il y a deux cadres à prendre en compte en matière réglementaire. Un premier cadre institutionnel, que Camille évoquait tout à l'heure, donc plutôt global, de grands objectifs en termes de biodiversité. Avant, c'était la Convention pour la diversité biologique. Aujourd'hui, on est passé plutôt à l'accord Camille-Montréal. Ça, c'est vraiment le cadre général dans lequel les stratégies doivent s'inscrire en termes d'objectifs. Et un cadre plus opérationnel de reporting. Dans le cadre opérationnel de reporting, on a deux niveaux qui se splitent à la fois en deux niveaux. On a un niveau national et européen, on a un niveau vraiment contraignant réglementaire et on a un niveau plutôt d'initiatives qui sont nées et qui cherchent à définir justement un cadre de reporting. Au niveau européen, on a SFDR avec une petite partie, donc le fameux PAI7, parce qu'au ministère, on adore aussi les acronymes, donc je vais en utiliser plein. La taxonomie, pour le coup, avec un objectif biodiversité, avec très peu de secteurs concernés, donc on se rend compte que ça n'a pas vraiment toute cette portée, la taxonomie, au niveau de l'objectif biodiversité. Et je pense que justement, la nouvelle commission va notamment travailler là-dessus pour ajouter des secteurs et pour se concentrer un peu sur cet objectif biodiversité qui a l'air d'être un peu le parent, enfin le frère pauvre des objectifs climat. Et au niveau national, on a donc le décret 29 LEC, donc de la loi énergie-climat, qui est le plus abouti, si je peux faire la publicité un peu de ce qu'on fait au ministère de la Transition écologique en termes de cadre de reporting en matière de biodiversité. La France notamment a été pionnière et on a vu, on voit quand même que au niveau du marché financier français et de la place, il y a beaucoup plus d'initiatives de ce qu'on peut voir dans nos pays voisins, comme par exemple l'Espagne ou l'Italie. Je suis moins à l'aise sur l'Allemagne, je ne sais pas s'il se passe beaucoup de choses, mais je sais que, en tout cas, en matière de biodiversité, c'est vraiment la France et les UK qui sont plus dans l'Union européenne, qui sont à la pointe en la matière. Je vous ai dit que donc le constat aujourd'hui, c'est que la maturité est assez faible, mais je pense que lors de l'entrée, la CSRD a entré en vigueur, je pense qu'on verra dans les premiers rapports de durabilité CSRD que cet exercice-là de décret 29 LEC a servi aux acteurs français et qu'il y aura quand même une petite différence, ou en tout cas une avance qui a été prise justement par les acteurs financiers. Donc je pense qu'en France, on a une petite avance là-dessus.
Ce dont j'ai oublié de parler, c'est donc les cadres plutôt, les initiatives. On a TNFD que tout le monde a cité, que tout le monde connaît, mais aussi l'initiative SBTN, donc qui est un peu le pendant de SBTI pour le climat. Deuxième question importante à garder en tête pour nous, pour l'État et pour la place financière, c'est l'articulation prochaine entre réglementation à destination des acteurs financiers comme SFDR, taxonomie et le décret 29LEC et CSRD. Parce qu'il y a des acteurs financiers, je pense notamment à BNP Paribas, qui vont être concernés par toutes ces réglementations en même temps. Or, le cadre de la CSRD n'est pas forcément adapté aujourd'hui avec les normes transsectorielles et notamment sur le SRSE 4, donc celui biodiversité, au reporting scope 3 des acteurs financiers, donc sur leur portefeuille. Mais il y aura des standards sectoriels qui vont être développés d'ici 2026 à destination des acteurs financiers. Donc, il y aura un gros travail aussi du côté de l'État et du côté de la Commission pour rendre tout ça cohérent et pour que ça fasse pas plein d'obligations différentes qui ne demandent pas exactement la même chose et donc un fardeau assez important qui risque de ne pas faire progresser de la bonne manière justement la place financière. Très clair. Merci Enrica. Tu as tendu la perche à Camille. Non, moi je dirais d'abord, en plus j'ai beaucoup vécu à l'étranger, je vis toujours à l'étranger d'ailleurs, et donc je vois aussi la France par un prisme un peu différent. On a tendance à être parfois très autocritique, parfois non, parfois oui. Et je pense que là, on peut quand même se féliciter qu'en France, grâce à ce LEC 29, on ait eu une dynamique qui se soit engagée il y a déjà quelques années, qui a vraiment tiré le marché. Et en réalité, c'est qu'on voit pas beaucoup d'événements comme aujourd'hui et d'engagement des différents acteurs de l'écosystème qui s'impliquent sur le sujet nature, biodiversité. Je dis pas ça parce que vous êtes à côté. Alors la CSRD, oui, ça pique un peu la CSRD, c'est compliqué, il y a beaucoup de data points, ça génère énormément de travail au sein de l'institution et des acteurs bancaires en Europe. Peut-être que ce que je dirais, c'est que l'effet positif que je vois, c'est que en fait, beaucoup de nos clients sont soumis à la CSRD, des corporates, et ça suscite un dialogue, ça crée de l'engagement entre banquiers et clients. Et au final, notre action sur la biodiversité, c'est notre action vis-à-vis de nos clients, c'est notre capacité à financer des actions vertueuses dans l'économie. Donc, voyons les choses du bon côté, c'est peut-être là que je vois vraiment un impact fort au-delà simplement du sujet reporting. Donc, tout l'aspect de transition planning, politique, gouvernance, etc., en fait, entre dans le dialogue, stimulé par la CSRD. Peut-être une autre chose positive à rapporter, c'est l'annonce de l'EFRAG d'il y a 2 semaines sur l'interopérabilité, il y a 3 semaines, entre TNFD et CSRD, qui permet d'apporter une certaine cohérence et qui permet d'y voir un peu clair sur notamment les indicateurs à utiliser dans le cadre d'un reporting, et puis aussi d'harmoniser entre Europe et non-Europe. Et d'ailleurs, je pense que pour en revenir au sujet indicateur, j'ai fini là-dessus. Vous allez voir que la TNFD va sortir la révision de sa guidance, de son guide pour les institutions financières, avec des propositions d'indicateurs qui, je pense, sont bien mieux que la première version et qui apportent aussi pas mal de clarté et de simplification. Donc oui, c'est un défi, la réglementation, ça demande beaucoup de travail, mais bon, voyons les choses du bon côté, ça suscite quand même beaucoup de dynamique positive aussi. Très clair. Il nous reste quelques minutes. Je pense qu'on va... on va peut-être aborder la 3e thématique peut-être immédiatement parce que je pense qu'elle est très importante aussi dans notre démarche. C'est pour vous, côté investisseur, côté financeur et même côté corporate, quels sont les leviers d'action, en tout cas que vous jugez prioritaires dans votre action de préservation, de restauration sur les sujets biodiversité? Où est-ce que vous mettez le poids du corps chez Mirova, par exemple?
Alors, très très grande question, c'est la question qu'on se pose tous les jours quand on est investisseur ou quand on est dans le secteur financier. En tout cas, quand on a l'objectif de générer autre chose que du rendement financier. Ça dépend des classes d'actifs énormément. Enfin, les leviers d'action dépendent énormément des classes d'actifs. C'est-à-dire qu'on n'aura pas du tout le même impact quand on investit dans du capital naturel ou quand on investit sur les marchés cotés. Et les leviers d'action vont être variables à ce moment-là. Sur les marchés cotés qui représentent la très très vaste majorité des flux financiers dans le monde, le principal levier, un des principaux leviers d'action, c'est l'engagement. C'est la capacité à dialoguer avec les entreprises, à les pousser à élaborer des plans de transition, ça a été évoqué déjà. Et donc, sur ces marchés-là, donc il y a deux leviers principaux. Hein. Le premier, c'est de permettre l'investissement dans les entreprises qui ont des plans de transition et qui ont des activités vertueuses ou à moindre impact sur la biodiversité. Ça, c'est créer des stratégies vertes, entre guillemets. Et le deuxième levier, un des leviers principaux, c'est d'être capable de mettre en place des stratégies d'engagement pour pousser les entreprises à s'inscrire dans des plans de transition ambitieux. Là, c'est un peu la poule et l'œuf. Il faut que les plans de transition existent. Il faut que les entreprises soient capables de se les fixer. Il faut que les financiers ou que le secteur financier pousse à ce que ces plans de transition existent, et donc notamment via SBTN, mais c'est pas du tout la seule initiative qui permettra ça. Et donc dans les marchés cotés, voilà les principaux leviers d'action dans les marchés qu'on appelle d'actifs réels. C'est simplement identifier les projets qui ont les impacts positifs, parce que là pour le coup on s'intéresse plus aux impacts positifs et à la restauration que à l'atténuation des impacts négatifs. Là c'est simplement notamment, par exemple, mettre en place des stratégies de blended finance pour faire croître la quantité de financement dans la direction de ce type d'actifs qui aujourd'hui manque de financement et de capacité d'investissement. Clair. Peut-être avant de passer la main à Daphné, Camille, de côté BNP, quelle est votre approche? Très bref, il y a en interne, en fait, la priorité maintenant, c'est de transcrire les engagements en business plan, en activité auprès des clients. Donc, on a vraiment un travail d'opérationnalisation à réaliser. C'est un travail de formation interne, un travail de construction de clarté sur la méthodologie, sur les indicateurs, etc. et d'engagement avec nos clients. Le deuxième levier d'action peut-être plus externe et je dirais que c'est peut-être aussi mon passé avec la CDB. Je pense que c'est hyper important de maintenir l'engagement qui a été initié par le ministère de l'Environnement, notamment dans le cadre du ROCLOR récemment, qui était quand même un processus hyper intéressant et qui permet vraiment de générer un dialogue et une compréhension mutuelle entre régulateurs, autorités et acteurs de la place financière. On a de grandes attentes après les recommandations du ROCLOR et je pense que ça stimule également beaucoup cette transformation de l'économie qu'on cherche à pousser pour protéger la nature. Merci Camille. Daphné, de votre côté chez ICAD? Oui, alors peut-être pour commencer, je voudrais ajouter un nouvel acronyme. On peut s'enorgueillir, désolé, on peut s'enorgueillir en France effectivement qu'on soit très en pointe sur ces sujets de biodiversité. On a parlé de la loi LEC, mais on n'a pas parlé de la ZAN, qui pour le coup nous agite beaucoup. Donc c'est la trajectoire zéro artificialisation nette de la France, donc une trajectoire de zéro artificialisation à 2050, sur lesquelles aujourd'hui les collectivités doivent décliner cet objectif dans leurs plans locaux d'urbanisme. Donc nous, on se positionne évidemment en tant qu'apporteur de solutions auprès des collectivités. Ça pose tout un tas de questions techniques dans lesquelles je ne rentrerai pas, je vous rassure. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a beaucoup drivé le secteur de l'immobilier et je pense que c'est vraiment un objectif ambitieux et sur lequel on peut s'enorgueillir. Donc nous, effectivement, un peu comme du côté de BNP Paribas, on essaie de transformer cette contrainte, on va dire réglementaire, en opportunité de business et donc on se positionne en apporteur de solutions. La principale solution pour un acteur de l'immobilier, c'est de réduire l'artificialisation, donc de reconstruire la ville sur la ville. Ça veut dire de rénover l'existant, de partir de terrains déjà artificialisés, de transformer des bureaux en logements, de densifier, d'ajouter des étages,
tout ça, ça a l'air d'être très facile quand je le dis comme ça. En réalité, c'est très compliqué, c'est moins rentable. On se heurte à des oppositions locales. Donc, c'est vraiment repenser nos façons d'agir en tant que promoteur. Donc, c'est pas si simple que ça. Donc, on travaille avec nos partenaires. Il faut embarquer la chaîne de valeur. On travaille systématiquement avec des paysagistes sur nos opérations pour faire ce fameux calcul du CBSH, intégrer des recommandations. Donc, c'est préserver les arbres existants quand on arrive sur une parcelle. Tout ça, c'est des nouvelles façons de travailler et c'est une culture d'entreprise à faire évoluer. Et pour faire évoluer cette culture d'entreprise, eh bien, ça passe par différents moyens. D'abord, aujourd'hui, on intègre systématiquement dans tous nos comités d'investissement des indicateurs très simples sur l'impact carbone et l'impact biodiversité. Aujourd'hui, tous nos comités d'investissement intègrent cet impact et sont pris en compte. On intègre aussi cette notion dans nos prêts bancaires. On a des prêts bancaires dont la marge est adossée à nos objectifs carbone et biodiversité. Et puis, on travaille aussi sur des innovations techniques. On a un startup studio chez ICAD et on finance des startups qui proposent aussi des solutions d'amélioration de la biodiversité. Donc voilà, l'idée, c'est évidemment d'agir à tous ces niveaux-là pour pouvoir répondre à ces défis de demain. Merci, très concret. Merci beaucoup, Daphné. On va finir. Enrica, tu as le plaisir de clôturer cette table ronde. Voilà. Où est-ce qu'aujourd'hui le CGDD pense mettre tout le monde dans les rails? Merci beaucoup pour le mot de la fin. Beaucoup de choses ont été dites et par ailleurs par des personnes qui investissent et par les corporates. Donc, je vais pas ajouter grand chose. Il y a plein de leviers d'action qui se font tous dans la stratégie d'investissement. Donc, si on est plutôt dans une logique d'atténuation, on va appliquer des politiques d'exclusion. Si on est plutôt dans une logique de contribution, on va plutôt chercher à investir dans des projets, dans des entreprises qui contribuent positivement à la biodiversité. Mais moi, aujourd'hui, je voudrais juste mettre un peu l'accent, et j'en profite pour ce qui a été dit par ailleurs par l'ICAD. C'est pour nous ce qui est très important aujourd'hui et qu'on ne voit pas dans les rapports, c'est l'engagement. On voit pas l'engagement et on se dit que dans une logique d'accompagnement des entreprises et dans une logique d'entrée en vigueur de la CSRD, aujourd'hui, ce qui est très important du côté des acteurs financiers, c'est d'engager les sociétés sur ces thématiques-là, d'en parler de plus en plus et de les aider et les accompagner pour ne pas être juste dans une logique d'exclusion. Donc le Say on Biodiversity, moi ça me parle. J'étais pas à connaissance justement du fait qu'ICAD était engagé là-dessus, mais c'est quelque chose que nous on essaye de promouvoir et qu'on essaye de voir de plus en plus, voilà, et qu'on retrouve pas dans les rapports aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps de prendre une ou deux questions? Je m'adresse à Lizzie et Eva peut-être. Ok. Est-ce que on va peut-être prendre le temps de prendre une ou deux questions dans la salle si vous en avez. Oui. Merci beaucoup. Une rapide question. Merci beaucoup pour vos présentations et les inputs. Pour filer un petit peu les leviers d'action, je voulais avoir un petit peu vos lumières à l'aune de vos écosystèmes respectifs, banques, investisseurs, corporates, institutions, sur les opportunités. On a vu les risques, les pressions, le reporting, donc l'ensemble un petit peu des discussions sur la difficulté de trouver des indicateurs. Et pour répondre aussi à la question qui a été posée pour cette session de ce matin sur le prix de la nature, les services économiques rendus pour la nature aujourd'hui, il n'y a pas de martingale. Néanmoins, il y a des services rendus qui parlent pour les épargnants. Hein, on en parlait, il y a un effet plus entraînant que le climat. Donc juste à l'aune de vos écosystèmes, quelles sont les opportunités? Je pense pour un promoteur immobilier, il y a plein de services rendus qui sont visibles et qui parlent au public, ce qui permet d'embarquer les parties prenantes, j'imagine, plus facilement. Pour un investisseur ou pour un épargnant, pareil, sur les produits qui sauvent ou restaurent la nature, c'est plus parlant. Pour Manuel, tu en parlais, pour Mirova sur certains projets. Du coup, est-ce que vous voyez des opportunités, une manière un petit peu de vendre différemment, même si on peut discuter sur la marchandisation de la nature, hein, mais les bienfaits que la nature apporte, pour justement accélérer ces leviers d'action. Voilà.
très rapidement, parce que j'en ai déjà un peu parlé. C'est un peu la raison d'être de Mirova, que, en tout cas, notre cœur de métier, c'est d'investir dans les opportunités, le positif, plutôt, enfin, à comparer avec des efforts d'atténuation, une baisse des risques, etc. Et donc, globalement, ce que je peux dire en 30 secondes, c'est que un des indicateurs sur lesquels on essaie de communiquer, enfin une manière avec laquelle on essaie de communiquer, c'est sur le capital naturel, par exemple, sur des indicateurs très concrets de surface de terre restaurée, de surface de terre remise dans une agriculture plus durable, par exemple. Et ça, à destination des épargnants, quand on crée des produits d'épargne ou des produits d'investissement, on n'a pas besoin de mettre, en tout cas nous on le fait pas ou pas encore, on n'a pas besoin de mettre des euros derrière. C'est beaucoup plus parlant de mettre des indicateurs physiques qui sont liés à la stratégie d'investissement, aux actifs sous-jacents, et qui permettent aux épargnants de comprendre potentiellement ce que le projet a contribué à restaurer ou à éviter, mais dans une démarche de communication positive. Moi, je peux ajouter, alors côté banque, BNP Paribas a pris en 2020 un engagement d'atteindre 4 milliards d'euros d'exposition de crédit à des activités qui protègent ou restaurent la nature d'ici 2025. Et en fait, ça se traduit essentiellement par un travail d'accompagnement des clients dans le cadre de prêts adossés à des objectifs liés à la biodiversité ou de facilitation d'obligations vertes. Et ça, c'est vraiment un levier majeur d'accompagnement de clients pour, alors notamment dans l'économie un peu mainstream, des clients qui sont pas super verts, qui sont un peu gris, vert de gris. C'est vraiment un levier majeur pour générer une action positive pour la biodiversité dans des secteurs qui impactent la nature. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a dépassé l'objectif cette année, donc on se rend compte que peut-être qu'il aurait pu être plus ambitieux. Et toute la question, c'est comment est-ce qu'on peut maintenant construire sur ce retour d'expérience. Et puis la deuxième chose, c'est que en fait le téléphone sonne au bureau, des clients appellent, s'intéressent au sujet nature, poussés par la CSRD, poussés par la pression sociétale, les attentes de consommateurs, une stratégie d'entreprise. Et donc on est maintenant beaucoup sollicité, et je trouve que c'est assez, ça me donne pas mal d'espoir, sollicité par des corporates qui nous demandent comment on pourrait les aider sur ces sujets. Oui. On va peut-être prendre ton retour. Juste côté corporate, effectivement, c'est des sujets sur lesquels on est très attendu par les collectivités. Donc, en effet, on a un dialogue avec elles sur ces sujets-là. Et moi, je suis de près une initiative qui me paraît très intéressante, qui est le paiement pour services écosystémiques, une expérimentation en ce moment au niveau de l'État pour justement payer. Alors aujourd'hui, c'est avec le secteur agricole que l'expérimentation est menée, et ce serait effectivement un levier d'action très intéressant pour nous. Comme je le disais, aujourd'hui, on a des difficultés techniques pour valoriser ce qu'on fait au niveau de nos projets au titre de la ZAN, mais le paiement pour services écosystémiques pourrait être une voie pour pouvoir rémunérer effectivement des terrains sur lesquels on choisirait de ne pas artificialiser, ce qui a un coût pour nous, qui n'est pas rémunéré, pas pris en compte dans la ZAN. Donc c'est des sujets sur lesquels on travaille effectivement. On n'a pas parlé de crédit, c'est drôle, parce que ça touche au sujet crédit, biodiversité. C'est un autre sujet sur lequel on travaille, mais effectivement, c'est un autre champ. On est short en temps, mais on se donne rendez-vous dans quelques mois. Bon, en tout cas, on va devoir arrêter. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup à vous, à tous les quatre, d'avoir participé à cet échange. On reste en connexion, bien entendu, au travers de l'étude qu'on va publier prochainement. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On se fera un plaisir de relayer les questions et de vous apporter des réponses si vous en avez. Enfin, des questions, bien entendu. En tout cas, merci beaucoup et bonne journée.